Jean Tullard, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir, je le dis, et de parler de Napoléon. Historien, auteur ou directeur d'une bonne centaine d'ouvrages consacrés à l'empereur et à la Révolution, parmi lesquels l'ouvrage de référence Napoléon. D'ailleurs, les éditions Fayard publient l'édition du bicentenaire augmentée d'annexes, d'une chronologie et d'une filmographie, nouvelle édition enrichie de recherches récentes menées par les historiens du XXIe siècle. Vous avez dirigé pendant 25 ans l'Institut Napoléon, dont vous êtes aujourd'hui le président d'honneur. J'ai lu à votre propos, c'est votre biographe Jérôme Pernoud qui écrit « Jean Tullard n'est pas Napoléon, Austerlitz ne le réjouit pas, plus que Waterloo ne l'attriste, depuis dans le calme de son bureau, il traque la vérité de l'empereur et connaît les moindres recoins de l'Empire. Le visiter sous sa conduite est un régal, mais attention, la dévotion n'est pas son fort. Alors nous allons visiter Napoléon ensemble. Vous allez intervenir cet après-midi à l'Institut de France, avant le président de la République. Que direz-vous dans votre introduction, Jean Tullard? Je dirais que il y a deux aspects de Napoléon. Il y a une légende noire et une légende dorée. Une légende dorée qui a été fabriquée en partie par Napoléon. Une légende noire qui est celle d'une part de Chateaubriand, de l'autre de Benjamin Constant, c'est-à-dire des royalistes de l'extrême droite qui n'aiment pas Napoléon et de la gauche, l'extrême gauche, qui n'aime pas non plus Napoléon. Et donc, entre ces deux tendances est née une légende noire. Alors, l'historien, il a affaire à la légende dorée, les fans de Napoléon, etc. Il a affaire à cette légende noire qui, encore aujourd'hui, secoue l'opinion. Et il doit, entre les deux, tenir la part égale. Poser, on me l'avait reproché, à tort. On avait dit, il pose sur Napoléon le regard froid de l'historien. Ben oui, je suis un regard froid. Regard froid de l'historien sur Napoléon. Commémoration et non célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Alors, tiens, transportons-nous en 1821. Le 5 mai 1821, l'empereur meurt à Sainte-Hélène, sur cette île perdue de l'Atlantique Sud. De quoi meurt-il? Un cancer, un empoisonnement? Alors, il y a évidemment toute une série de légendes. D'abord, il n'est pas certain que ce soit lui qui soit mort à Sainte-Hélène. On lui aurait substitué Cipriani, son maître d'hôtel. Et lui aurait fui aux États-Unis et, sous le nom de Monsieur Abeille, il aurait refait sa vie avec Betsy Balcombe. Donc, Napoléon ne serait pas aux Invalides. Bon, mais admettons, il meurt. Bon, il meurt, c'est lui. Oui. Et il meurt de quoi? Eh bien, il y a une autopsie qui est faite et on constate que son estomac a été rongé par un ulcère cancéreux. Il meurt d'un cancer. Lorsque il meurt, on coupe des mèches de cheveux en souvenir. Une mèche de cheveux atterrit chez M. Benvéder, qui admire Napoléon, ne peut pas admettre qu'il soit mort comme ça de maladie de façon banale, et donc il fait analyser ses cheveux et on y trouve de l'arsenic. Donc, la thèse se développe. Napoléon a été empoisonné. Par qui? Alors on cherche, c'est apparemment Montholon qui serait le plus coupable, car c'est lui qui versait le vin dans les carafes. Il y aurait mis de l'arsenic. L'arsenic était très répandu parce qu'il y avait des rats, énormément de rats à Langoud. Donc, il y avait de l'arsenic. Et pourquoi aurait-il fait ça? D'abord parce qu'il en avait marre d'être à Sainte-Hélène, que ça durait depuis trop longtemps, et il se vengeait du fait que Napoléon avait couché avec sa femme. Donc, voilà la tête en position. Le problème, c'est que on a analysé d'autres cheveux de Napoléon pour voir, et notamment une mèche de 1805 où l'on retrouve les mêmes quantités d'arsenic, ce qui signifierait que l'empoisonnement aurait commencé en 1805 pour s'achever en 1821 avec les Borgia. Ça aurait été nettement plus expéditif. Il a 51 ans lorsqu'il meurt. Il n'est plus un homme invincible et infaillible. Qui l'entoure encore? Il est très entouré lorsqu'il s'éteint. Il est entouré d'une petite cour. Petite cour. Ce qui montre qu'au fond, les Anglais n'étaient pas féroces à son égard, car ils auraient pu le déporter seul. Mais il a droit à un entourage. Et je rappelle que les Anglais auraient été en droit de le faire, car ce qu'on oublie toujours de dire, et voyez, je suis très objectif, c'est que Napoléon, par le Congrès de Vienne, lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe, a été mis hors la loi.
ce qui signifie, quand vous êtes mis hors la loi, ce qui était arrivé à Robespierre d'ailleurs, que vous n'êtes plus jugé. Donc, s'il était tombé après Waterloo dans les mains de Blücher, il aurait probablement été fusillé dans un fossé. C'était l'intention de Blücher. Donc, les Anglais ne se sont pas si mal comportés que ça à son égard. Dans votre livre, 2 citations à propos de Napoléon. Cet homme dont j'adore le génie et dont j'abhorre le despotisme. Ça, c'est Chateaubriand. Il pouvait tout parce qu'il voulait tout. Ajoutait Balzac. Il pouvait tout parce qu'il voulait tout, Napoléon. C'est Nietzsche. C'est la volonté de puissance. Oui. C'est la volonté. Napoléon l'explique lui-même, s'il faut vouloir pour pouvoir. Donc, il a voulu s'imposer. D'abord, il a voulu, plus modestement, être un héros en Corse. Puis ça n'a pas marché avec Paoli. Mais il était nationaliste en Corse. Mais oui, il est nationaliste. Il est un partisan de Paoli. Mais, il est anti-français en Corse. Bien sûr, il y a des textes que j'ai publiés, oui. des textes de jeunesse, où il condamne, il rappelle que les Corses sont des esclaves, les esclaves des Français. Et il est un admirateur fervent de Paoli. Le problème, c'est qu'il espère beaucoup de la Corse et de son avenir. Et notamment, il songe à écrire une histoire de la Corse qu'il voudrait dédier à Paoli, mais Paoli le trouve un peu encombrant, un peu excitant, et finalement, il se brouille. Et donc, l'avenir de Bonaparte n'est plus en Corse, il est sur le continent. Alors que jusque-là, la Révolution française, c'est extraordinaire quand on lit ses écrits, la Révolution française passe par-dessus sa tête. Oui, il assiste au 10 août. Il ne s'en préoccupe pas. Mais non, il assiste au 10 août, date fondamentale. Oui. Et quel commentaire fait-il, d'après Bourrienne, parce qu'il faut toujours se méfier des mémoires, il dit de Louis XVI, « Che coglione », quel couillon. Et c'est tout. Le commentaire n'est pas la monarchie, etc. Quel couillon, voilà. Bon. Alors, pourquoi tant de débats, Jean Tullard, de postures, tant de controverses autour de Napoléon? D'abord, vous dites, et vous répétez, on ne peut pas effacer Napoléon. Pas question d'effacer Napoléon. Non. Alors là, vraiment, ne pas parler de Napoléon comme ça a été suggéré. Oui. Comme déjà, il est effacé certains manuels d'histoire. L'effacer, c'est se condamner à ne plus rien comprendre. Rappelez-vous l'Égypte, les pharaons. Oui. L'époque hellénistique efface les pharaons, on ne sait plus. On ne sait plus lire les hiéroglyphes. Oui. Quand Bonaparte arrive en Égypte, il y a les Coptes qui sont là, mais qui sont incapables de lui expliquer ce que sont les pyramides, ce que sont les statues de Thèbes ou de Luxor. Ils ne savent plus rien parce que on a effacé l'histoire. Et donc, si on recommence, alors par la suite, les générations se promèneront dans la rue de Rivoli, dans l'avenue Wagram, contempleront la colonne Vendôme ou l'arc du Carrousel, mais ils ne sauront plus rien de ce que c'est. Peut-on effacer le passé d'un pays? Oui, que le peuple te garde à jamais en sa mémoire. C'est Victor Hugo, Victor Hugo qui a déclaré cela. Tyran ou génie? Alors, tyran ou génie, attachons-nous aux faits, regardons un peu sa vie. On a parlé de la Corse, il a été l'homme de Robespierre, il a été l'homme de Barras, le général Vendémiaire, consul à vie, et puis empereur. Est-ce qu'il a mis fin à la Révolution? Certains développent cette thèse. Oui, il met fin à la Révolution, c'est-à-dire il met fin au Directoire, au Thermidorien qui ne s'en sortait plus. Il y avait une faillite financière, il y avait l'Europe coalisée contre Napoléon, il y avait contre la France, il y avait le discrédit politique du personnel, et on ne savait plus, la Révolution, où elle allait vers une restauration monarchique, c'était prévu. Barras avait approché déjà le Radouville, où ça allait vers l'extrémité, c'est des revendications sociales, c'est-à-dire Babeuf. Vous aviez donc ou Louis XVIII ou Babeuf. Il arrête la Révolution. Il dit la Révolution est finie à ses principes. Et donc, elle s'arrête là. Mais il ne l'efface pas. Il y a une thèse, beaucoup de thèses qui ont été soutenues, qui déclarent il étrangle la République. Non, il conserve les conquêtes de la République. Lors du sacre, la cérémonie du sacre, le pape, tout ça, c'est du folklore, c'est pour embêter Louis XVIII. Mais après, quand le pape est sorti, Napoléon se tourne vers l'assistance, il y a les évangiles qui sont posés là, enfin peu importe pour les évangiles, et il jure de défendre les conquêtes de la Révolution, c'est-à-dire la destruction de la féodalité, c'est-à-dire l'égalité, le principe de la fin des privilèges, c'est-à-dire la vente des biens nationaux. Et ensuite,
lorsque Talleyrand, en 1814, restaure Louis XVIII, puis lorsque Fouché, en 1815, restaure Louis XVIII, chaque fois, le roi est forcé d'accepter ces conquêtes de la Révolution. Il ne remet plus en cause la féodalité, il ne remet plus en cause les privilèges. Il y aura une noblesse, mais une noblesse sans privilèges. Donc, et il y aura une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle, grâce à Napoléon. Grâce à Napoléon. Jean Tullard, ensuite il y a... Bon, on va pas égrener, on va pas visiter entièrement, et on n'a pas le temps, mais je voudrais m'attarder quelques instants sur la conquête d'Égypte, oui, qui est finalement son premier acte militaire glorieux. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Vous êtes sévère. Vous êtes sévère pour la première campagne d'Italie, qui a été très montée par la légende napoléonienne, parce que le pont d'Arcole, etc. Mais il y a l'entrée dans Milan, immortalisée par la Chartreuse de Parme. Oui, c'est vrai. On a appris que César et Alexandre avaient un successeur. Sur le plan militaire, ce ne sont pas de grandes victoires. Ce ne sont pas de grandes victoires. C'est pas Austerlitz. On est bien d'accord, c'est pas Austerlitz. Donc la campagne d'Égypte, c'est important. Est-il vrai qu'il a fait exécuter des soldats français? Non, c'est-à-dire qu'il y a les pestiférés, il est forcé, les pestiférés de Jaffa. Bien entendu, là encore, on trouve la propagande napoléonienne, on trouve la légende dorée. Vous voyez, je ne tombe pas automatiquement dans la légende dorée. Effectivement, le fameux tableau où il touche les pestiférés de Jaffa, c'est d'ailleurs un geste symbolique, c'est celui des rois thaumaturges qui guérissaient les écrouelles. Donc il faut bien prendre garde. La signification de ce tableau qui est peint sous l'Empire, alors que Napoléon est empereur. Mais en réalité, on ne sait pas exactement. Il est probable qu'il les ait fait empoisonner, pas par méchanceté, par côté, c'est parce qu'il risquait de tomber aux mains des Turcs qui leur auraient fait subir un sort épouvantable. Jean Tullard, petite anecdote, il a connu l'homosexualité en Égypte. Il l'a essayé, il s'est initié. Pourquoi? Parce que les grands conquérants, Alexandre surtout, et César, avaient été homosexuels. Et donc ça semblait faire partie de l'équipage, de l'attirail du conquérant. Oui. À propos de ces grands conquérants, il avait une admiration sans borne, évidemment, pour Rome. Oui. Pour ses empereurs, pour ses stratèges militaires. C'est à partir de là, finalement, qu'il a créé la préfecture, qu'il a créé, le Sénat, le consul, tout ça parce que ces gens de cette époque sont nourris d'historiens latins. Ils ont lu Cornelius Nepos, ils ont lu Plutarque, ils ont lu Tite-Live. Et il y a une qualité qu'il faut leur reconnaître, qui vient de l'Antiquité romaine. Ils savent mourir. Regardez sous la Révolution les gens sur l'échafaud. Ils se tiennent. Regardez les généraux qui meurent ou les maréchaux qui meurent. Chaque fois, ils se tiennent. Ça, c'est la grande leçon de l'histoire romaine, savoir mourir. Jean Tullard, certains essaient de refaire l'histoire de Napoléon régulièrement. Despote, est-ce qu'il a rétabli l'esclavage? Oui ou non? Il a rétabli l'esclavage. En 1802. Oui, alors que lui-même était un disciple de l'abbé Raynal, qui, dans un livre fameux, avait condamné la colonisation et l'esclavage. Et il avait d'ailleurs dédié son discours de Lyon, quand il était jeune, à l'abbé Raynal, qui vit toujours à l'époque. Et donc, il n'était pas du tout porté sur la nécessité de rétablir l'esclavage. Pourquoi rétablit-il l'esclavage? C'est pour la raison fort simple, c'est une raison pragmatique, économique. Les Anglais nous ont rendu la Martinique où ils n'avaient pas aboli l'esclavage par la paix d'Amiens de 1802 qui nous avait enlevé. Nous avions gardé la Guadeloupe et Saint-Domingue, et là, seulement en 1794, quand on ne peut plus faire autrement, alors que la Déclaration des droits de l'homme est de 1789, on a aboli effectivement l'esclavage en 1794. Donc il y a d'un côté la Martinique où il y a des esclaves en 1802, et de l'autre côté il y a la Guadeloupe où il n'y en a plus. Si l'on compare les deux situations, on découvre qu'à la Martinique, ça va bien, tandis qu'à la Guadeloupe, il y a eu les effets non seulement des révoltes qui ont précédé l'abolition de l'esclavage, mais aussi de la désorganisation complète des plantations. Or, il faut ressusciter l'économie coloniale. Nous avons besoin de sucre, de café. Donc, la solution qui s'impose, qui est une solution pragmatique, c'est de rétablir l'esclavage. Et personne ne conteste à l'époque. Mais personne ne conteste. Seul l'abbé Grégoire fait la moue. Oui. Alors, ce sera peut-être une des raisons
l'une des raisons pour laquelle Bonaparte va supprimer, alors qu'il était membre de l'Institut, la classe des sciences morales et politiques, Académie des sciences politiques à laquelle j'appartiens. Et donc, moi, je peux parler de l'esclavage. Nous avons été victimes, précisément, de Bonaparte, parce que nous étions fait griser. N'oublions pas qu'en 1815, il ordonne l'abolition de la traite des Noirs. Oui. À Sainte-Hélène, il essaiera aussi de faire affranchir certains esclaves de l'île, oui. Jean Tullard. Il disait « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc ». Il était convaincu que la France ne pouvait se concevoir sans ses colonies et donc ses esclaves. Était-il raciste ? Non. Non. Il faut dire qu'il y a eu des choses abominables, oui. Notamment le traitement de Toussaint Louverture, quand il a été capturé, qui a été enfermé au fort de Joux. C'est véritablement indigne. Les conditions donc, je comprends très bien qu'il y ait parfois des Martiniquais, des habitants de Saint-Déritien et autres qui s'indignent. Bon, non, lui n'était pas raciste. Il est formé, encore une fois, par la Bérénale, il est formé par Rousseau. C'est le grand lecteur de Rousseau. Donc, mais il y a à l'époque cette idée que les Noirs ne peuvent pas être affranchis parce qu'ils sont par nature des esclaves. C'est une idée qui circule. Mais je ne l'ai jamais trouvée sous la plume dans les discours de Napoléon. Non, il n'était pas raciste. Parlons des femmes. 1804, le Code civil, il impose le modèle patriarcal. Oui. Et affirme l'incapacité juridique de la femme mariée. Oui. La femme mariée qui doit rester sous la domination de son mari. Elle lui doit obéissance. Oui. Il faut mettre en place une société qui, évidemment, est machiste, mais c'est dans l'air du temps. Là encore, comme l'esclavage. Car enfin, la révolution, cette belle révolution qu'on oppose toujours à Napoléon, cette belle révolution, elle était anti-féministe. Lorsque Olympe de Gouges, la grande prêtresse du féminisme, demande des droits pour les femmes, elle se fait rabrouer par Chaumette, procureur syndic de la ville de Paris. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ? Robespierre l'a fait arrêter, elle est traduite devant le tribunal révolutionnaire et elle est guillotinée. Aujourd'hui, vous avez des stades, enfin pas des stades, enfin des maisons, des crèches, etc., avec le nom d'Olympe de Gouges. Mais c'est oublié que c'est la Révolution qui l'a fait guillotiner et pas Napoléon. Qu'est-ce qu'il fait, Napoléon, dans son antiféminisme ? Il fait exiler Madame de Staël au château de Copé. C'était pas un exil très redoutable. Pourquoi tant de guerres, tant de morts, 1 million de soldats français tués pourquoi cette attirance Non, il n'y a pas d'attirance. Il n'y a pas d'attirance. Alors c'est quoi, Jean Tullard ? Prenons la première grande campagne, celle de 1805 qui aboutit au Austerlitz. Oui. Qui déclare la guerre ? C'est l'Autriche qui déclare la guerre à Napoléon. Prenons la deuxième campagne, celle de 1806 avec Iéna. Qui déclare la guerre ? C'est la Prusse qui déclare la guerre à Napoléon. Prenez 1809, la fameuse campagne avec Wagram. Qui déclare la guerre à Napoléon ? C'est l'Autriche. Et derrière, il y a l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui est responsable des guerres, la perfide Albion. C'est elle qui, avec la cavalerie Saint-Georges, avec l'argent, subventionne. Mais c'est lui qui est parti à la conquête de la Russie. C'est lui qui est entré en Espagne. Oui, alors non, vous ne m'avez pas permis de... Parce que je suis, comme je vous l'ai dit, je pose un regard froid. Donc là, je viens de vous donner raison à la légende dorée. Il faut maintenant donner raison à la légende noire. Dans le cas de la Russie, c'est une réplique. Le tsar, en 1811, avait concentré des troupes autour du duché de Varsovie parce qu'il avait peur que Napoléon ressuscite le royaume de Pologne. Donc c'est le tsar qui est le premier à provoquer cette guerre, mais c'est effectivement Napoléon qui attaque en 1812. Là, l'Espagne, là, c'est la faute. C'est la faute suprême. Mais oui. Parce qu'il dispose d'un trône sans consultation des peuples, et il va déclencher cette guerre d'Espagne, qui est la première des guerres populaires. Cette guerre qui annonce le Vietnam, qui annonce l'Algérie, qui annonce l'Afghanistan. C'est-à-dire que la meilleure armée du monde ne peut rien contre une insurrection populaire qui manipule la guérilla. Et donc, il est condamné à être vaincu. Et les deux qui le comprennent, car dans l'histoire napoléonienne, il y a deux personnages que j'aime bien. Les traîtres, c'est-à-dire Talleyrand et Fouché. Or, regardez en 1808, ils sont comme chien et chat. Tout à coup, ils se rapprochent dans le cadre de l'hôtel Matignon.
au lieu des trahisons, dira-t-on plus tard, et donc à Matignon, qui est propriété de Talleyrand à l'époque. Donc ils se rapprochent et ils se disent, l'affaire d'Espagne, c'est le commencement de la fin. C'est pas la Russie, c'est l'Espagne. Et donc ils pensent à ce moment-là à substituer à Napoléon, dont il va se faire tuer d'ailleurs en Espagne, ils pensent à lui substituer Murat. Mais ça ne marche pas, mais en 1814, Talleyrand va donc, comme je vous l'ai dit, restaurer Louis XVIII, et Fouché, en 1815, va restaurer à son tour Louis XVIII. Ces hommes, le vice appuyé sur le bras du crime, dira Chateaubriand, ces hommes ont une intelligence politique, une lucidité que n'ont pas beaucoup des gens de l'entourage de Napoléon. Merci Jean Tullard, c'est passionnant. On pourrait je pourrais rester avec vous pendant 2 heures pour parler de Napoléon. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous voir et bon après-midi. Merci. À l'Institut. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.